mosika ya bakongo. Pour les travaux réalisés, nous avons en CEDEF, il y a aussi ST, nous sommes dans les 10 millions et quelques, 10 569 823 000. Par rapport au pourcentage, jusqu'à présent, nous sommes dans les 267. À ce qui concerne le frais de fonctionnement, nous avons dépensé le premier trimestre, deuxième à troisième trimestre, avec un montant de 76 633 et 148 000 francs congolais, suivi de l'évolution du budget de fonctionnement exercice 2023. Le deuxième tableau est voilà. Ici, nous n'avons pas vraiment deuxième suivi de l'exécution du budget de fonctionnement exercice 2023. Ici, on peut le projeter, le deuxième tableau. Voilà. Ici, nous avons un taux d'exécution de 42%. Il y a aussi des endroits que nous n'avons jamais utilisé les frais de fonctionnement. Vu la liste budgétaire que vous avez envoyée en troisième trimestre, par rapport, nous n'avons pas un véhicule à l'Équateur, il n'y a pas moyen d'utiliser le frais de fonctionnement par rapport au chaque carburant. Et nous n'avons pas fait les entretiens de véhicules. Ce que nous avons utilisé plus, c'est par rapport au carburant terrestre. Ici, il y a au moins 3 décennies, la province de l'Équateur, nous n'avons pas de courant d'électricité. Donc, il n'y a que le groupe électrogène. Vous pouvez aller à l'Équateur sur place, nous avons que des groupes où soit il y a des gens qui utilisent le panneau solaire. Nous, chez nous, la fédération provinciale, nous avons 2 groupes électrogènes, un groupe pour Gandé KV, l'autre pour 12 KV. Donc, nous avons dépassé. Et puis, par rapport à l'Internet, la connexion ne passe pas. Donc, nous avons un taux d'exécution de 42%. Monsieur le directeur général, comme vous avez pu les constater, le phonon dans l'espace Grand Équateur nécessite une attention particulière de la hiérarchie afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Comment une séance d'évaluation? Comment savoir ce qui s'est fait dans les provinces et la performance de chaque province? Je voudrais qu'on me remette un peu les tableaux, la projection qu'il y a là, les tableaux qui sont là. Voilà. Regardez ces tableaux. Regardez la ligne sur les ratios frais de fonctionnement sur ressources mobilisées. À l'Équateur, en fait, ils consomment 104% en fonctionnement pour les ressources immobilisées. Vous voyez les totales, on arrive à un total. Total. 404 millions. À pour voir la colonne. 404 millions sont combien? C'est combien au niveau des totales? 400 millions, 800 millions. Lisez seulement les pourcentages sur la ligne ratio des frais de fonctionnement sur les ressources mobilisées. Ratio de fonctionnement sur les ressources mobilisées. Quel est le chiffre qu'il y a dans la colonne totale? Ratio par où? Ratio de frais de fonctionnement, 1, 2, 3, 4. Ratio frais de frais, il y a 104, c'est pas des 11. À la fin, c'est combien? À la fin, c'est pas moi. C'est dans le papier. Les deux soirs. Le total. Les 263, 7%. Des 163%. Donc c'est pas arrivé à la fin parce que... Non, en fait, la somme des janvier à septembre. Le total est tableau conçu de manière à ce que le total soit donné. Vous n'avez pas ça? C'est ça. C'est pas calme. Je veux... Tous nous connaissons les décrets fonciers.
FONER fonctionne avec 5% des ressources collectées. Le fonctionnement du FONER, c'est 5% des ressources collectées. Regardez les ratios que nous avons à 100, 52, 11, 18, 4, 1, 45, 33. Si on fait la moyenne, on sera vraiment au résultat. Si le FONER doit prendre une décision, ça veut dire que cette province ne doit pas continuer à fonctionner parce qu'elle pose des problèmes de fonctionnement. Elle dépense plus que ses hectares. Les DP doivent réfléchir, trouver, faire des missions de terrasse, trouver des rangs opérationnels, certains postes de perception de fonds, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, à la rigueur, pourquoi on a besoin de toute une administration? Un ingénieur nous suffit pour suivre avoir les baptêmes. Dans des choses comme ça, pendant la décision de mettre un ingénieur, parce que son rôle ne sera pas de suivre la recette, son rôle sera de suivre les travaux, parce que nous perdons de l'argent à les baptêmes. Merci pour l'observation du secrétaire général. Les observations du DG qui vient de présenter tout de suite, il faudrait que ceux qui vont suivre puissent nous épargner, nous les participants, de tous ces tableaux-là. Donc nous, au niveau du FONER, on a besoin de ces chiffres-là pour savoir qu'est-ce qui se fait dans une province, comment est la qualité de la gestion dans une province. Vous avez raison, ça ne nous concerne peut-être pas, mais vous allez souffrir parce que les agents du FONER auront besoin de ça. Directeur et chers collègues, c'est pour moi un honneur de participer à cette conférence annuelle d'évaluation des activités du FONER d'entretien routier, du Fonds national d'entretien routier en cycle FONER. Nous vous remercions pour cette occasion qui nous est offerte de faire la présentation de la direction provinciale du FONER. Je préférerais ne pas trop entrer dans les théories. Là, nous avons construit les cages du groupe électrogène parce qu'il n'y avait pas d'endroit où mettre ça. Comme il pleuvait beaucoup, on devait quand même les faire. C'est ainsi que vous voyez le taux d'exécution est monté à 4,9%. Quant au gardiennage, vous allez constater que le taux d'exécution est à 111%. 111%, pourquoi? Parce que nous avons constaté dans les années passées, il y avait un vol au niveau du bureau du FONER, on avait volé plusieurs choses. Alors nous nous sommes dit, comme au niveau du Katanga, il fait froid avec ces services de gardiennage, alors nous prenons, nous achetons la braise et nous les donnons aussi les cafés pour bien faire leur travail. Alors, le taux d'exécution de janvier à septembre, vous allez constater que nous avons atteint 83% du taux d'exécution. Nous avons atteint 83% de janvier au mois de septembre. Je vais demander à M. Hugo de nous balancer les mobilisations. Les tableaux, on n'a visiblement pas compris les leçons de ces tableaux. Ça ne sert à rien de revenir sur tableau. Je recommande vraiment à ceux qui vont venir, comme l'a dit le DPC, parler de problèmes que vous avez au niveau des provinces et peut-être des questions de mobilisation des ressources. Laissez ces relations de gestion parce qu'ils ne reflètent pas la réalité et les chiffres ne sont pas présentés correctement. Ils ne reflètent pas la réalité. Parler d'autres problèmes qu'on ne revienne plus sur ces tableaux. Avant de continuer, nous demandons au directeur qui ont déjà exposé de céder la place au directeur suivant nous citons, le directeur commercial de l'Est, province orientale, le directeur provincial du Nord Kivu, le directeur provincial du Sud Kivu et le directeur provincial du Congo central. Messieurs les distingués invités, Madame et Monsieur le directeur du FONER, Madame, carte d'agent du FONER, à vos titres et qualités respectifs, la direction du Grand Kasaï, que j'ai l'honneur de représenter à ce jour, représente la configuration des 5 provinces. Ces 5 provinces issues du démembrement sont le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Centre-Kivu et
la Lomami. Au vu de cette configuration, cet espace Grand Kasaï paraît un espace très étendu qui devrait augurer de bons espoirs de récolte sur les redevances foncières. Monsieur le directeur général, cette direction provinciale qui attend son agence qui a été créée à Karama s'ouvrir ne veut pas dire nécessairement que cette province, en d'autres termes, l'importance que cet espace devrait jouer dans la mobilisation des ressources financières pour leur attribution aux travaux d'entretien des routes, des ouvrages d'art ainsi qu'à la protection du patrimoine routier. Paradoxalement, à cette vaste étendue au cœur du pays, qui pourtant pouvait contribuer conséquemment à la collecte des ressources financières et permettre au FONER de remplir sa mission première, cet espace est enclavé pour couvrir les charges qui n'étaient pas budgétisées. Cela peut déjà démontrer que même si nous aurions pu présenter ces tableaux de ratios, on serait en difficulté de bien se justifier parce que nous avons puisé d'énormes sommes pour financer une charge qui n'était pas budgétisée. Monsieur le directeur général, je pense que, comme vous l'avez observé, mon intervention peut se limiter à ce niveau et je remercie l'Assemblée. Monsieur le directeur général, messieurs les directeurs, chers collègues, distingués invités, chacun à son titre et sa qualité respective, nous sommes contraires à la nécessité de la mobilisation des ressources pour faire face aux besoins grandissants de financement de l'entretien de nos routes. C'est dans ce contexte que la Direction générale nous a invités pour évaluer les actions qu'elle a engagées depuis le début de cette année en vue de booster la maximisation des ressources. Pour ce qui est des ressources, la mobilisation des ressources, nous recommandons la révisitation du protocole d'accord de collaboration signé entre le FONER et la DGDA, étant donné que ces derniers ne respectent plus convenablement les engagements. Pour un bon suivi des encaissements, nous demandons aussi à la Direction générale de donner des mandats à ceux qui les nécessitent pour suivre les fonds dans les banques. La réouverture des postes de péage pour faciliter la collecte des statistiques des produits pétroliers. Et pour ce qui est des frais de fonctionnement, nous demandons qu'on nous les disponibilise au début de chaque trimestre et notifier les modifications s'il y en a eu. En ce qui concerne les routes, affecter un chargé de suivi des travaux pour suivre les travaux en concurrence des montants des financements. Et puis aussi suivre les travaux sur terrain à vue de faire respecter les normes de l'art. Veiller au respect du planning de travaux. Compte tenu du temps, nous vous faisons grâce de suivi des dossiers de budget de financement. Nous allons déposer les données aux autorités qui vont les exploiter, ainsi que le ratio. Merci de nous avoir écoutés. Directeur provincial du Nord Kivu. Troisième point, les ressources fournies à la direction provinciale du Nord Kivu. Au quatrième point, nous parlerons de l'évaluation des recettes de la direction provinciale du Nord Kivu. Au cinquième point, de l'exploitation des données de leur rapprochement. Et nous allons terminer par des recommandations. Que le budget annuel de fonctionnement soit élaboré avant le début de chaque année. Toutes les directions réunies à la direction générale. Pourquoi nous disons ça? Parce que à la fin de l'année 2022, nous avions demandé d'envoyer nos projections budgétaires pour l'année 2023. Mais il n'y a pas eu de feedback par rapport à ça. On n'a pas eu de session budgétaire pour voter ces budgets. Mais au début de l'année, nous avons commencé à utiliser les projets que nous avons utilisés, nous avons commencé à les exécuter. Et on a été surpris à la fin du mois de juillet, on a été surpris de recevoir un autre budget qui vient de la direction générale, pour lequel il y avait d'autres dépenses qu'on avait déjà
trouverez ça dans notre tableau que nous avons envoyé, si bien que nous avons mis ça en rouge. Et nous aimerions aussi avoir vos remarques quant à ça. Et nous avons souhaité aussi que les directeurs professionnels soient logés par les fournisseurs comme auparavant. Aujourd'hui, les directeurs professionnels ne sont pas logés, alors que dans les années antérieures, ils étaient logés par la direction générale. Avant de terminer, de clôturer effectivement ma présentation tout à vous remerciant, je voulais demander de passer un peu les votes sur le directeur général que nous allons vous présenter. 4. Les travaux d'entretien exécutés en province sous financement du FONER. 5. Les difficultés rencontrées. 6. Les recommandations. 1. L'organisation de la direction provinciale du Sud-Kivu. La direction provinciale du Sud-Kivu comprend à son sein le bureau de Bukavu et l'agence Mouvira. À Bukavu, elle comprend à son sein une direction, une cellule d'administration et finances, une cellule des ressources et celle de suivi de l'exécution de programmes d'entretien routier. J'entre directement dans le suivi des travaux d'exécution des programmes d'entretien routier financés en province par le FONER. La province du Kivu dispose d'un réseau routier important concentré sur la chaîne montagneuse de Mikuma et plusieurs des grandes agglomérations se trouvant sur les montagnes et dans les vallées. C'est là que s'expliquent plusieurs catastrophes naturelles et répétitions suite au changement climatique observées dans la région depuis les années 2020. Les fortes pluies s'abattent et créent des inondations massives. Les eaux de pluie se déplacent avec des charriages, des tonnes de sable et pierres qui emportent tout sur son passage. Plusieurs éboulements également sont observés. Le lac Tanganyika sur la RN5 aussi a haussé le niveau jusqu'à envahir la route. Les routes sont coupées. Évidemment, les routes sont coupées à répétition. Cette catastrophe est beaucoup plus fréquente sur la RN2 axe Bukavu-Minova, sur la RN2 axe Bukavu-Mwenga et sur la RN5 axe Kamanyola-Ouvira. Présentation de la direction provinciale du FONER Congo central à la conférence annuelle d'évaluation des activités du FONER du 13 novembre au 16 novembre à Kinshasa. Messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs centraux, messieurs et dames les agents et cadres du FONER, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un grand plaisir, au nom de mes collaborateurs et collègues agents et cadres du FONER Congo central, principalement ceux constituant ma délégation, de m'adresser à vous ce jour pour vous saluer et porter à votre connaissance cette brève présentation du réseau exploité par les FONER dans la province du Congo central. Cette brève présentation est aussi une suite à l'instruction de la hiérarchie qui, en plus du tableau emploi-ressources des directions provinciales, a émis le vœu d'avoir la lumière sur le fonctionnement de chaque direction provinciale sur le plan administratif, financier et technique, ses forces ainsi que ses faiblesses. S'il y a moyen de signer un protocole d'accord avec OCC, c'est important, au lieu d'aller vers eux pour quémander, parce que nous dialons pour quémander. Avec la DGI, c'est important aussi. Signer un protocole avec la DGI, c'est eux qui appréhendent les tirs avant de donner la plaque, ils connaissent les issues. S'ils nous donnent la situation, on peut vérifier au niveau de la DGI. Est-ce que les issues déclarées sont conformes avec ces résultats? Tout cela, c'est pour les besoins de recoupement des statistiques. Enfin, réactiver la commission de suivi du protocole d'accord DGDA FONER au niveau des provinces. On en a parlé dans le protocole. Là, j'avais lancé cette commission-ci à moyen. Veuillez nous aider à avoir cette commission-là. En ce qui concerne la collaboration avec les agences routières, nous confirmons que la
La direction provinciale du FONER Congo Central travaille en parfaite collaboration avec les partenaires en matière de routes. Donc l'OVD, l'Office des routes, l'OVDA, le BTC, ainsi que le commissariat provincial des travaux publics. En attendant que nous exhibons les tableaux, parce qu'il y a des tableaux, on ne sait pas si ça va, on va peut-être y aller en symbole rapidement, pour épargner votre temps très précieux. Nous allons dire quand même que nous venons de passer là, nous venons donc d'étaler en quelques lignes la cartographie de la gestion provinciale du FONER dans la province du Congo central, en démontrant sans embâche ses forces et ses faiblesses. Et vive les FONER. Je vous remercie. D'abord. Directement dit que lors de cette mission, nous nous sommes fait accompagner de l'un de ses collaborateurs, la personne de Nestor. Il a constaté avec nous ce qu'on a vu là-bas. Au poste frontière, vous demandez les statistiques aux taxateurs là. Ils vous disent que non, voilà chef, pour les avoir, il faut atteindre le receveur qui est à Kaïma. Et ce dernier, lorsqu'il apprend que vous êtes à la frontière et que vous allez rejoindre Kaïma, il se déplace. On arrive à Kaïma, on demande, il est où le receveur, on dira que non, il est à Kibit. Et plus tard, en arrivant à Kibit, on dira que non, voilà, il s'est déplacé. Donc c'est pour dire que, comme l'a relevé, je crois, le DP de Congo Central, mon aîné, ces gens-là ne sont pas corrects avec nous. Donc la douane ne veut pas nous donner ça. Alors nous ne pouvons pas rester inertes. Nous devons aller chercher nous-mêmes comment capter nos ressources. C'est comme ça que nous proposons. On crée cette agence et un poste de contrôle. Et nous pourrons nous-mêmes chercher à capter ce que nous ne savons pas retenir à partir de la DGDN. Apparemment, le directeur provincial et les sénateurs répondent aux préoccupations du Le directeur général de l'école m'avait demandé de parler sur la problématique de mobilisation de l'insecte du site au Nord-Oubangui. Quand j'ai écrit, j'avais annoncé au directeur général ce que nous sommes sur place au niveau de Zongo pour comprendre l'évolution des statistiques de l'OCC et des statistiques de DGDN. Le DG m'avait répondu au directeur Pascal et puis il avait demandé si dans le moment porteur nous pouvons descendre sur place au niveau de Zongo pour connaître l'évolution des statistiques du FONER au niveau de DGPA et au niveau de l'OCC. Mais il ne faut pas oublier que nous avons parlé seulement de produits pétroliers. En dehors de ça, il y a aussi le péage international. Moi, j'étais là en 2021 avec le ministre. Nous avons essayé de partout. Nous avons vu de véhicules à immatriculation étrangère chez nous, en provenance des Zongo. Par jour, au moins, plus de 30 à 40 véhicules. Vraiment, c'est mieux que nous puissions descendre sur place pour connaître l'évolution de nos statistiques au niveau des Zongo et même à Bumba. Vous avez parlé seulement des Zongo, sans oublier aussi qu'il y a Bumba, parce qu'à Bumba, il y a Sec qui est sur place. Merci beaucoup. À présent, nous passons la parole au directeur provincial, Les arrivées de 13 millions de francs à l'acquisition du bâtiment du FONER à Lubumbashi en 2012. Mon prédécesseur, l'ancien directeur des provinces de CND, avait entrepris auprès d'ISNEL parce que la facture ne venait pas, mais on avait le courant. C'est ainsi qu'il a entrepris des démarches au niveau du SNEL et le SNEL va informer la direction provinciale qu'il y avait une dette de 13 millions de francs qu'on devait payer. Alors les négociations avaient commencé pour commencer à liquider cette dette et à dater d'aujourd'hui, nous avons déjà payé toutes ces arriérés. Voilà, c'est depuis 2012 qu'on avait ces arriérés de 13 millions. Nous passons la parole au directeur provincial de l'ex-Kassai. Je suis d'avis avec le TSPE
que sa préoccupation est fondée. Cependant, lorsque le FONER récupère la gestion du péage, il y avait un précédent. C'est-à-dire que l'existence du péage dans la province du Kasaï oriental date de plusieurs années, soit plus de 15 ans. À son temps, lorsque Madame le directeur général Adel Zelim, accompagné du conseil d'administration, obtient cette session, j'avais posé clairement ce problème par rapport à la taxation de motos. Parce qu'il y avait un problème légal qui s'est posé. Mais cependant, on était confronté à une difficulté. Nous sommes à un point de péage qui existe depuis 12 ans avec les gestionnaires de l'époque. Alors, nous avions évité le fait qu'au même endroit, que ce soit les FONER qui perçoivent sur le véhicule, et entre-temps, l'ancien gestionnaire va continuer à percevoir sur le moto avec la tracasserie. Et le nombre de services qui se trouvent au poste de péage, il se posait un problème. Mais par rapport à la performance, je vais vous rassurer que tout à l'heure, si la direction générale du FONER prend la décision de ne pas faire payer le moto, ça ne va pas impacter non plus nos dépenses. À présent, le directeur provincial de l'ex-province orientale pour ses réponses. Le directeur a fait 4 observations, dont les 2 dernières se recoupent parce qu'elles ont toutes trait au péage. La première concerne l'exonération et là c'est une information supplémentaire qui nous a apporté parce que j'avais déjà signalé que l'IGF venait ou avait déjà interdit les exonérations parce qu'elle a séjourné pendant plus de 4 mois dans notre province en train d'investiguer et avait constaté des irrégularités énormes. Et je crois que la décision du gouvernement doit être le résultat d'un lobbying que peut-être l'IGF aurait formulé. Maintenant, à présent, monsieur le directeur provincial, nous avons bien noté les observations du directeur Mandé et nous avons réservé aussi quelques réponses par rapport à ça. Concernant la suspension des exonérations suspendues et comment la lettre existe, nous aimerions attirer l'attention de notre direction qui est, bien que l'annulation des exonérations existe, il y a d'autres pratiques qui se font au niveau de la DGTA. Il faudra qu'au niveau de la direction générale, nous puissions demander à la DGTA qu'avant d'accorder un avantage quelconque par rapport au code additionnel, qui est concertation avec les FONER. Pour clôturer, nous invitons le directeur provincial au central. Ce qui m'est posé, c'est le directeur Mandé. C'est juste une information qu'il m'a faite par rapport avec mes inquiétudes. J'ai proposé que les patronats et notre direction générale puissent écrire à Ségus, OCC et DGI dans le cadre de signer probablement un protocole d'accord et collaboration pouvant nous permettre à ce que nous puissions mettre la main sur les statistiques de consommation, de mise en consommation pour nous permettre des recoupements des données. Il m'a bien dit qu'ils m'ont même devancé déjà.
ils sont sur ces dossiers, les écrits ont été faits. Une boîte de formation, les frais de fonctionnement qui ne sont pas payés à temps, les loyers qui ne sont pas payés à temps. Je voudrais peut-être qu'avant qu'on aille manger, même s'ils ne vont pas faire la représentation, que les directeurs financiers, les directeurs administratifs et Madame la directrice, je veux dire, puissent quand même faire des petites présentations pour nous donner un certain nombre de réponses et des considérations aux préoccupations des directeurs en formation. Moi, j'ai noté la communication de manière générale, peut-être ça c'est quand même le directeur général avec mon secrétariat. Et M. Manque aussi qui revient sur ça, il faut qu'on améliore quand même la circulation de l'information. Par moment, on oublie que nous avons des entités en province. Il faut que certaines correspondances soient également adressées aux provinces. Par moment, même des correspondances qui soient en copie, mais les provinces ne reçoivent pas. Il y a des problèmes, par exemple, du budget des assignations. Même les assignations, j'ai vu des DP segmentés avoir fait des taux d'exécution des 97%. Simplement, Mme Stéphanie m'avait dit que même les assignations qui étaient envoyées en province n'étaient pas correctes. Quand elle est c'est pas ça qui a le budget de l'État. Mais le budget, plutôt le budget du FONER, même le budget lui-même doit être communiqué aux provinces dans son ensemble. On n'a pas seulement parlé de la partie province, le budget dans son ensemble du FONER doit être communiqué aux provinces. Si à Kinshasa on le connaît, pourquoi pas. Ben, si vous avez le budget, toutes ces informations sont là-dedans, les assignations par province sont là-dedans, les budgets de fonctionnement par province sont là-dedans. Donc au moment où les conseils d'administration valident le budget du FONER, il doit être diffusé à tous les FONER, Kinshasa et province. Comme ça, on n'a pas des communications particulières à faire par la personne, par la direction financière. Et moi, j'avais un problème simplement avec les provinces. J'ai aimé certaines présentations des interconventions, mais ça montre quand même que vous-même, dans la gestion quotidienne, vous n'avez pas d'outils de votre gestion. Ça transparaît quand même parce que vous attendez que la direction générale vous envoie des tableaux, des choses comme ça. Vous n'avez pas le suivi de votre gestion, vous êtes des managers de province, vous devez développer ces outils-là. Si vous avez des problèmes, vous discutez avec les collègues à Kinshasa pour avoir ça. Je reviens encore sur quelque chose. Les contenus des rapports mensuels, nous devons les revisiter. Les rapports mensuels qu'on reçoit, je suis même fatigué de les lire. Aujourd'hui, je commence à envoyer un collaborateur pour les lire. Le directeur Martin a été désigné pour centraliser ça parce que par moment, ce que je regarde en fait dans les rapports mensuels des provinces, des montants mobilisés. C'est le seul élément qui m'intéresse dans mon rapport actuel. C'est le montant divers. Celui-là, la Congo central, c'est combien? C'est ce qui m'intéresse. Vous commencez à décrire toute la vie de la province, on a telle frontière, on a telle frontière. Et c'est bien parce que nous avons tous la monnaie frontière du Congo central. C'est des informations non pertinentes qui remplissent les rapports. Le personnel, on sait qu'il y a un DPA. S'il y a un problème, s'il y a un mouvement du personnel, il y a une absence, ça vous les signaler. Il faut qu'on arrive quand même, je ne sais pas si on aura le temps pendant ces ateliers, de définir les contenus types d'un rapport qui puisse donner les informations pertinentes sur la gestion des provinces. Parce que le rapport, j'insiste, le rapport que vous envoyez, c'est qu'il dit, je ne sais pas, moi l'information intéressante, c'est les recettes mobilisées. C'est ça qui m'intéresse. Même les dépenses, la manière dont vous parlez, la gestion des frais de fonctionnement, il ne faut pas les correspondre aux envois. On m'a envoyé 2 fois les frais de fonctionnement. C'est pas ça le problème. Ton budget est de combien, tu as dépensé combien. J'ai vu que M. Martin a fait un résumé intéressant. Si vous avez fait ça avant, qu'ils ont vu ça, on peut avoir la synthèse de leur activité sans nécessairement passer par des tableaux Excel. Il faudra communiquer ça aux provinces. C'est juste un résumé. Un truc, voilà, on a mobilisé autant sur la période, on a dépensé autant, voilà les travaux, vous calculez les ratios sur base de ça, sans aller dans ce tableau Excel qui donnait les informations au mois, les mois. On aurait pu avoir ça et aller plus vite. Je suis au FONER. INPP ne fait pas cette formation.
nous avons entamé l'élaboration des plans de formation. On avait adressé des emails aux provinces. Les provinces sont toujours les premiers à réagir. Ils ont donné leurs informations. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont raison. Quelques types de Kinshasa sont allés en formation, mais pas en Espagne, sont allés en formation. Mais ceux des provinces, ça n'a pas bougé, alors qu'ils étaient les premiers à réagir. Il y a des choses comme ça quand même qu'on doit arranger. Madame Tania, on termine aussi cette histoire de formation, les plans de formation, qu'on les valide pour que les gens puissent commencer à bénéficier des informations. L'important, c'est que les DP du Congo central a dit il n'y a pas eu d'université fondaire. Moi-même, en arrivant au fondaire, Boziem 4, Boziem 16, c'était de la magie pour moi. Je dis c'est quelle la magie. Il faut prendre du temps pour connaître les choses. Donc, quand je suis en province, il faut quand même les mettre au niveau. Parce que ce n'est pas Kinshasa qui mobilise l'argent. C'est les provinces qui mobilisent l'argent. S'ils ne connaissent pas les systèmes, on a quand même quelques problèmes. Donc, j'insiste quand même, le temps qu'on a émargé, si on peut prendre 30 minutes, que les directeurs centraux répondent aux préoccupations pertinentes de les collectes de province. Surtout les autres, à chaque fois que je vais en mission, la direction administrative, c'est la première direction sur qui il y a des récriminations. Ensuite vient la direction financière. Je suis surpris même qu'on a un bâtiment au Katanga, ce n'est même pas au nom du Fondaire. Je suppose que celui de Kinshasa, c'est au nom du Fondaire. Les bureaux de Kinshasa, je suppose que c'est au nom du Fondaire. Madame la DGC, il faut regarder ces questions-là. Les DP de Kassai. Kassai, on a fait des paiements pour les terrains où se trouvent les postes de péage. Et puis plus rien. Ça a été fait, les indemnisations et les expropriations ont été faites. On en est pour rien. Les terrains ne sont toujours pas propriété foncière. Bon, voilà, les directeurs provinciaux qui peuvent parler, messieurs les organisateurs, donnez-nous, parce qu'on ne pourra plus revenir les formats avec les directeurs centraux, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donnez-nous un petit temps pour que moi, je puisse répondre aux questions qui étaient soulevées. Pour 13h, quitter la ville à 11h. Donc ça vous laisse le matin du vendredi, si vous le souhaitez, si vous pouvez, pour faire peut-être une mise en commun ou quelque chose en plus de ce qui se sera fait. Voilà, comme ça, vous savez. Pour le reste, je laisse Cyril et les autres. Parce que de cette conférence doit sortir un plan d'action. Ces choses-là, nous devons les apporter. Les gens peuvent poser des questions. Comme on était en atelier, peut-être qu'il y a des experts qui sont dans une autre commission, ils peuvent avoir des idées sur la matière. Les DP du Congo central, je n'ai pas voulu intervenir. Quand vous prenez l'article 24 de la loi, cet article est intimement lié exclusivement à l'article 19. Mais quand vous lisez cet article 19, c'est un article qui nous pose problème si on avait appliqué comme il est stipulé dans la loi. Et je vous informe que l'article 19 fait partie des articles de la loi qui doivent être modifiés par rapport à cet article. Donc on ne peut pas parler de l'article 24. L'article 25 aussi fait partie des articles de la loi qui doivent être modifiés pour tenir compte de toutes les difficultés que nous avons eues aussi bien avec la DG que les autres partenaires. Merci. C'est un mode de discussion. Il y a des gens qui achètent directement. Il y a des sociétés pour les camions qui achètent directement, qui ont des stations déjà chez eux, ou des citernes qui vont acheter directement chez le pétrolier distributeur. Moi, dans ma lecture, cet article, ça voudrait dire qu'on a donné un pouvoir aux fournisseurs d'aller vérifier les comptabilités des importateurs du carburant pour voir qu'est-ce que vous avez importé, qu'est-ce que vous avez vendu. Moi, c'est ça ma lecture. Peut-être le mot distribué donne l'impression de restreindre. Moi, je dis non, c'est un pouvoir important que nous avons, que nous n'utilisons pas. C'est pourquoi je persiste à voir le protocole avec la DGDA est une exception. La règle pour les fraudeurs, on n'a pas besoin de la DGDA pour eux. Au niveau de notre atelier,
nous avons procédé par diagnostic d'abord. Ensuite, nous avons proposé des solutions aux problèmes que nous avons trouvés. On a pris d'abord les problèmes à voler, c'est-à-dire les problèmes les plus criants que les gens ont à l'esprit. Ensuite, nous sommes passés par analyse direction par direction. On a soulevé quelques problèmes avec des solutions appropriées. Le rapporteur va vous lire notre rapport. Le président l'a souligné, nous avons relevé quelques problématiques et quelques résolutions prises. Nous avons commencé par les problèmes de communication, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui ne sont pas informés, surtout au niveau des provinces. Alors ici, les services informatiques mettent à la disposition des agents des espaces virtuels dans les applications internes qui sont utilisées au FONER pour les partages des informations en respectant les dispositions prises du manuel des procédures qui est en cours d'élaboration. L'actualisation des outils du personnel va de pair avec le manuel des procédures qui est en cours d'élaboration. La troisième question concernait la définition exacte des postes. Et là, c'est un sujet qui nécessite encore une réflexion. Nous avons laissé ces problèmes et nous avons promis de les traiter à la longue. Il y a aussi la problématique du traitement équitable des agents. Nous avons soulevé ici le cas des bus transportant les agents et les carburants qui est distribué de façon non équitable. Moi, je ne comprends pas très bien tout ce que vous dites. Je ne sais pas très bien. Je vais poser la question. Sur les traitements équitables des agents, on a parlé des transports. C'est quoi les vrais problèmes? Les agents en province ne reçoivent pas de transport. Le vrai problème, c'est quoi? Et aussi, le problème, c'est le mouvement des agents en province. Les DPF-unités des agents d'une agence à une antenne, c'est quoi le vrai problème? Je n'ai pas bien perçu ça. Dans les provinces, ils reçoivent 45 litres par semaine. Oui. En province, ils reçoivent combien? Et à Kinshasa, combien? Au niveau de la commission, nous avons 2 DP qui disent qu'ils reçoivent 45 litres. Et les directeurs centraux combien? 65. Il faut éviter les comparaisons entre Kinshasa et les provinces. Les villes n'ont pas les mêmes dimensions. Pas... Moi, partout où j'ai été, les transports sont payés différemment entre Kinshasa et les provinces. On peut regarder ça de plus près au FONER, mais Kinshasa est une ville aux dimensions quand même un peu plus grandes que les provinces. Le niveau d'embouteillage à Kinshasa, ce n'est pas le même niveau qu'en province. Donc l'équité ne signifie pas la même chose. De renvoyer le véhicule du FONER à Kinshasa. Je crois que j'ai laissé plusieurs notes à la direction générale. Pour le moment, au niveau de l'Équateur, nous n'avons pas un véhicule. Je suis de paix du FONER. Je ne sais pas si dans les statuts on dit que dans les deux pays de l'Équateur, on ne peut pas avoir un véhicule. Je fais plusieurs déclarations. Parfois, je prends une moto que je quitte chez moi à la maison, ça veut dire la taille. Mais à tout moment, je renvoyais plusieurs notes. J'ai demandé à la direction générale. J'ai vu M. le directeur général allait pouvoir me parler bien avec la direction administrative. Jusqu'à présent, je ne parle pas en véhicule des services ou véhiculer les gens du FONER. Merci. Bon, il a été retourné, je crois, à Kinshasa pour réparation. Mais il y a un véhicule qu'on devait renvoyer là-bas. Un véhicule qu'on a réparé, quand on envoyé là-bas, il fallait trouver comment l'envoyer. Est-ce que par bateau, par véhicule? Il faut demander aux services généraux d'accélérer cette opération. Oui. Mais ensuite, je précise dans les statuts, il n'est pas dit que le directeur du FONER doit avoir un véhicule. Si elle n'est pas dit. Oui. Merci beaucoup, chef, pour la parole. Je vais répondre à ce qui concerne l'équipe du DP, bien que ce soit un problème purement lié à sa direction. Son véhicule est dispo, il le sait, parce que j'ai eu à parler avec lui. Sauf que le service air qui devait transporter le véhicule a un problème d'attestation fiscale.
eu du retard. Donc l'IGF nous a demandé de trouver un transporteur qui est en règle des bénéfices. Mais sinon, ça sera fait. Mais CA ne fait pas ça? Non, CA ne fait pas ça. Il n'y a pas de cargo CA? Non, il n'y a pas de cargo. Il y a des bateaux? Oui. Mettez ça dans un bateau de café? La première option était de le mettre dans un bateau, mais... Non, j'avais refusé les baleinières. Les baleinières, là, il n'y a pas de sécurité. Mais nos cafés, c'est une société organisée. Si vous avez nos cafés ou ex-PLZ qui est devenu PHC ou quelque chose comme ça, il doit avoir les bateaux. C'est notre chef. S'agissant des agents en province qui n'ont pas de carburant, je crois que j'ai répondu à cette préoccupation au niveau de notre atelier en disant que tout est prévu dans le budget. Ainsi que soulevé au niveau de l'atelier, c'est l'utilisation des frais de fonctionnement au niveau des directions provinciales qui pose problème. Mais sinon, dans le budget, si chaque province regarde les différentes rubriques, c'est prévu qu'un agent en province qui a un moyen de transport puisse avoir du carburant. Je rappelle que ce budget, c'était à l'initiative des provinces. C'était les provinces qui avaient envoyé ce budget à Kinshasa quand on préparait le budget 2023. J'avais exigé que ce soit les DP qui envoient les propositions. Donc, les agents en province, là où vous n'avez pas de carburant, c'est votre DP qui est responsable. Vous notez ça. Là où vous n'avez pas de carburant, c'est votre DP qui est responsable. Il n'y a pas que les démons ne sont pas seulement la direction générale. Avant d'aborder le vif du sujet, quelques principes avaient été retenus, notamment revenir dans les manuels. Curieusement, aujourd'hui, l'Office de route l'a accepté. Actualiser les 10 manuels et les vulgariser. Aux agences routières, il a été demandé de définir les réseaux sur lesquels orienter le financement du FONER au risque de mener les actions de manière dispersée avec comme conséquence manque de visibilité sur le terrain. Quatrième principe, veiller à ce que les agences fassent des planifications de manière concertée et coordonnée, c'est-à-dire l'OVDA et l'Office des routes, en vue de garantir la connectivité entre les différents axes à planifier ou à programmer dans les pays. Autre chose, c'est une question importante qui a été abordée parce que ça fait l'objet de plusieurs discussions même avec l'IGF concernant les dossiers d'études, qu'est-ce qui doit enclencher les paiements des frais d'études, de maîtrise d'œuvre. À l'issue des échanges que nous avons vus, on a adopté qu'en lieu et place des études, ou s'il faut retenir les études, parler plutôt de la mise à jour de l'état du réseau. Laquelle mise à jour, le financement devrait être prévu dans le PER de l'année N-1 pour permettre aux agences routières plutôt de faire la mise à jour de l'état du réseau en vue de dégager les synoptiques des travaux exécutés, un schéma linéaire assorti des devis des travaux avec un planning réaliste d'exécution des travaux. S'agissant de la préparation du PER, au regard de l'obsolescence du manuel d'opération d'entretien routier en termes de délai, on a avoué que depuis un certain temps, le FONER ne communiquait plus à temps les enveloppes allouées aux PER, aux différents PER des agences. En attendant les résolutions définitives, la commission, c'est pas la commission, a proposé les échéances suivantes. Au 30 août de l'année N-1, le FONER devra communiquer les enveloppes provisoires aux agences routières. Cette résolution devra dépendre essentiellement de la date de publication de la lettre d'orientation budgétaire éditée par le ministère du Budget. Au 30 octobre, les agences routières devront transmettre les drafts des PER au FONER. Le 30 novembre, on finalise les discussions sur les 10 PER entre les FONER, les
les agences routières, éventuellement les BTC. Une petite précision. Dans le cadre du suivi de l'élaboration du PER, il a été proposé la désignation des points focaux dans chaque entité pour faire le suivi régulier de l'élaboration du PER en vue de respecter les délais. Donc, chaque agence sera partie prenante et déléguera un représentant et des réunions, je ne sais pas, hebdomadaires seront organisées pour faire le suivi de l'élaboration du PER. Au 30 décembre, le dit PER devra être validé par le conseil d'administration du FONER, de façon à ce que, au plus tard, le 20 janvier de l'année 1, on transmette ce PER à la tutelle. Bon, c'est vrai qu'on a tenu compte des festivités, de toutes les façons, ce sont des résolutions provisoires. 30 janvier, approbation du PER. On a pris les 10 jours souvent accordés aux autorités approbatrices pour approuver tout ce qu'on soumet à leur appréciation. Au 28 mars, au plus tard, les FONER signent des conventions de financement avec les agences routières et démarrent l'exécution du PER. S'agissant du PER 2024, déjà avec ce que nous venons de proposer comme calendrier, le schéma est très long. Alors s'il faut suivre les mêmes échéances, on aura le PER 2024 probablement en septembre 2024. Ainsi, les agences ont décidé de se faire violence en comprimant les délais de traitement, de travail pour avoir les 10 PER dans un délai raisonnable. Ainsi, on a arrêté ces issues. 30 janvier 2024, le FONER devra communiquer les enveloppes provisoires aux agences routières. Au 28 février 2024, c'est-à-dire un mois après, en lieu de place de 2 mois précédemment dans la procédure qu'on peut appeler régulière. Les agences transmettent le PER au FONER, les drafts bien sûr. Au 30 mars 2024, fin de discussion. 15 avril, validation par le conseil d'administration du FONER. 20 avril, transmission au ministère. 30 avril, approbation, de manière à ce que le 30 mai au plus tard, on signe les conventions de financement et les PER peuvent entrer en vigueur. Parlant du financement, les parties se sont accordées de rejoindre le FONER dans sa position de payer 50% pour démarrage du travail. À 30% de l'exécution physique, on paye les soldes de 50%. Mais il reste ici de signaler qu'en cas de variation ou des situations non maîtrisables, des travaux de pont, des luttes anti-érosives, les agences, en transmettant les requêtes de financement au FONER, devront joindre un planning d'exécution des travaux plus ou moins réaliste avec la proposition d'un plan de décaissement pouvant permettre d'atteindre les points critiques avec l'avance à décaisser. Donc il sera question de définir l'avance qu'il faudra décaisser, ce qui ne sera peut-être pas de l'ordre de 50%, peut-être 60 ou 80, de manière à ce qu'avec ça, on atteigne le point critique, au besoin d'arrêter la progression de l'érosion avant le prochain paiement. En transmettant les requêtes, les agences doivent aussi préciser la capacité opérationnelle de leur brigade, prouvant qu'elles sont en mesure, avec le matériel disponible, de lancer les travaux déclinés dans le groupe. Parce qu'on remarque qu'on a ligne 20 projets, mais on ne sait pas démarrer les 20 projets en même temps. Donc il sera question de démontrer la capacité opérationnelle des régies à exécuter ces travaux. Dans les cas contraires, il faudra soit faire recours à la location du matériel ou recourir aux entreprises privées. Mais
Là, il faudra souligner qu'il faudra tenir compte des impératifs liés aux procédés de passation des marchés qui sont trop élastiques en vue d'écourter les délais de contractualisation. Ceci dit, je vous remercie. Maintenant, les pairs, les autres pairs, je ne parle pas de 2024. Si le conseil d'administration valide, il faudrait valider les pairs en décembre. Mais il faut faire en sorte que ces pairs-là soient transmis à la tutelle en décembre. Pas en janvier. En décembre, de manière qu'en janvier, la tutelle puisse se prononcer. Mais si la tutelle se prononce en janvier, pourquoi il faut attendre encore le mois de mars pour signer les conventions? Si la tutelle se prononce en janvier, en février, on doit pouvoir signer les conventions de manière à ce qu'au moins on soit sûr qu'à la fin du premier trimestre, tout est mis en ordre. On signe les conventions, les agences présentent les premières requêtes, on les regarde, on valide, de manière à ce que tous ces exercices soient terminés, que les premiers envies soient certains qu'on a commencé à exécuter les pairs que les travaux ont démarré. Donc, les conseils d'administration du FONER approuvent en décembre. En décembre, le père doit être transmis. Il y a le mois de novembre pour valider, plutôt de janvier pour valider. Et quand ça rate au FONER, on doit pouvoir signer soit fin janvier, soit début février les conventions. Les conventions, c'est quoi? Les textes des conventions, c'est commis, c'est de mettre les pairs qui viennent d'être validés dans la convention. Pour les signer, c'est une affaire d'une semaine. Une affaire d'une semaine, on n'a pas un mois sur ça. Et je rentre sur le père 2024. Pourquoi on doit communiquer les enveloppes en janvier? Provisoire en janvier. Mais on les a. La commission qui est allée au Sénat a défini les enveloppes. Des femmes de budget au Sénat a défini les enveloppes. On connaît les enveloppes. Mais une semaine après cet atelier, 48 heures ou 72 heures après les ateliers, on peut communiquer les données les enveloppes provisoires. On n'a pas besoin d'attendre. Et moi, je demande que les agences nous envoient leurs prévisions en décembre. Que les agences nous envoient les prévisions en décembre. Et si on communique maintenant, on va arriver vers la fin de novembre, on communique maintenant, ils ont le mois de décembre pour nous envoyer. Si avant fin décembre, les FONER peuvent avoir ces prévisions, on travaille en début janvier, le conseil d'administration du FONER se prononce en janvier, on envoie au ministre de faire en sorte qu'au mois de mars, on commence le père. On ne va pas encore commencer à avoir un père en juin. L'exécution d'un père en juin, non. Les enveloppes, on les a. Quelqu'un disait ici c'est provisoire, mais ça ne change pas beaucoup. C'est nous qui avons donné les provisions. Les premières prévisions ont été réajustées au niveau de l'Assemblée nationale. Les dossiers, la loi des finances est au Sénat. Ils nous ont demandé de réajuster parce qu'ils espèrent, avec les histoires des 240 millions de dollars, le FONER va encore recouvrir quelque chose là-dedans. Ils nous ont demandé de réajuster. On a essayé de réajuster. Mais c'est ça quasi les prévisions définitives. On dit provisoire parce que la loi des finances n'a pas encore été promulguée, mais ça ne changera plus. Donc on peut communiquer sans agence qui travaille de manière à ce qu'en décembre, on ait des propositions de paix. Et si je prends, puisque c'est l'office de route qui est là, l'office de route nous a déjà envoyé 2 paires cette année. Il y a les premiers qui étaient venus et puis ils viennent encore d'envoyer un dernier. Donc retravailler ces dossiers-là, ça ne va pas leur prendre beaucoup de temps. L'OVD, je n'ai rien vu, mais l'office de route, ils ont déjà travaillé. Ils ont déjà sorti 2 paires. C'est-à-dire des pères qui devaient être des pères 2023, mais ça deviendra des pères 2024. Maintenant, à ce moment-là, ils peuvent réajuster. Bon. Dans la programmation des pères, vous avez dit l'année, les études seront payées l'année N-1. Je n'ai pas de problème. C'est même l'idée qu'on avait vendu au ministre, elle était d'accord. Mais il faut trouver comment ils vont être payés. Sur quelle base? C'est à la demande des agences, on paye la totalité du montant qui est prévu pour les études, ça va être payé comment? On paye en totalité, on paye par des acomptes, il faut trouver la manière, ça quand vous allez continuer à réfléchir. Mais moi je souhaite déjà qu'à ce niveau-là, quand on fait les études, on fait les
déjà à ce niveau-là, déjà, les agences doivent donner la disponibilité de matériel. Parce qu'on doit déjà savoir ce qui sera exécuté en régie et ce qui sera exécuté en entreprise. Déjà dans l'année N-1, de manière à ce que pour ce qui sera exécuté en entreprise, on lance déjà le processus de recrutement de ces entreprises-là. Parce qu'on sait que ça prend du temps avec la DGCP qui prend du temps pour répondre. Déjà à l'année N-1, on lance les marchés. De manière à ce que quand on commence l'année N, on a les contrats signés. Voilà ma petite contribution sur ces questions. Merci, monsieur le DG. Ces éléments vont sensiblement améliorer notre travail. Il y a des contraintes que nous, au niveau des agences, FONER, Office de route, OVDA, que nous maîtrisons jusqu'à l'approbation du père à nos titulaires, c'est-à-dire le conseil d'administration. Mais les délais d'approbation au niveau du ministère, nous n'avons pas la maîtrise. Nous n'avons pas la maîtrise, mais du moins, on va annoncer ce timing-là pour qu'il puisse se respecter. La preuve en est que le père 2023, jusqu'à la date, il n'y a pas longtemps, c'était toujours un aménagement au niveau du ministère. On ne comprenait pas pourquoi un travail fait par les agences devrait être aménagé au niveau du ministère. Donc, on n'a pas les paramètres au niveau du ministère, on ne les maîtrise pas. Mais du moins, nous avons fait toutes ces propositions et étoffer notre travail. Mais cette notion des projets prioritaires ne marche plus. Parce qu'il était question que ce soit des projets qui doivent être exécutés d'ici la fin de l'année. On est aujourd'hui le 15 novembre, il ne faut pas rêver quels sont les projets qui vont être exécutés d'ici la fin de l'année avec la situation des matériels que nous avons au niveau des agences. Effectivement, sur base des données, et ça c'est simplement l'office de route et l'OVDA, on n'a encore rien reçu de l'OVD. L'OVD ne sont pas là, les agents. On n'a encore rien reçu de l'OVD. Ça s'ouvre au ministère. On était en copie. Mais ça aussi, on va changer. Les manuels disent, ça vient au FONER. Parce que vous transférez une responsabilité du FONER au ministère. Il n'y a pas de ministère, il y a le ministre. Le ministre, c'est le ministre. Et la logique du manuel, c'est que les agences qui sont techniciens de travail, ça vient au FONER pour faire cette consolidation du père. On regarde est-ce qu'on a respecté les enveloppes, est-ce que les projets sont éligibles. On regarde, on n'a même pas le droit d'échanger les projets des agences routières. Nous on respecte, on regarde est-ce qu'on a respecté le budget, est-ce que le projet est éligible. On peut faire quelques commentaires de cohérence vers l'office de route et l'OVDA. Mais puisqu'on a dit qu'on va faire des réunions de concertation, ça sera discuté. Dès que ce travail des techniciens est fini, on fait valider par les conseils d'administration du FONER. On envoie par le ministre pour qu'il approuve cette décision. Il dit pas pour qu'il approuve cette décision. Parce que les travails techniques, les conseillers des ministres ne sont pas là pour regarder les travails techniques faits par les agences routières. Ils regardent la cohérence. Est-ce que ce père répond à la politique du gouvernement? Et puis le ministre, cependant, s'il a des observations, il fait ça, on retravaille et puis on fixe le père. Parce que les agences que vous avez déplacées, vous envoyez tous au ministère. Écoutez, moi je suis arrivé au FONER en octobre, le père 2022 venait d'être approuvé. En fin septembre. J'ai fait ma remise et reprise fin octobre. Le père venait d'être approuvé en fin septembre. C'est pas cohérent, c'est pas normal. Et vous voulez encore faire un père 2023. Donc vous allez faire quoi? Raison du père 2022 et le père 2023, simplement, c'est tout. Voilà. Merci. Je suis ici en termes de réfléchir, raisonner en termes financiers, par rapport avec les travaux d'entretien ou de financement des travaux d'entretien. Je sais qu'au début de l'année, les FONER se proposent un budget d'enveloppe, se proposent des enveloppes au niveau des agences routières, office de route, OVD,
Et avant de payer, nous sommes en province. C'est peut-être l'information que nous avons, peut-être ça s'est fait ce que je vais demander. Est-ce qu'il arrive à la direction générale pour l'année qui s'épuise, il lui arrive de s'arrêter vers le mois de septembre pour évaluer, voir comment les agences routières ont évolué avec les financements qu'ils ont reçus au cours de l'année qui va s'écouler. Peut-être que ça s'est fait ainsi. Si cela s'est fait, pourquoi nous n'avons pas les délais? Connais un peu les contrats de ce qui a été dit. Qu'est-ce que les agences routières ont donné comme réponse? Nous sommes sur place avec eux. Nous voyons leur comportement. Vous pouvez les financer l'agence routière, vous trouvez que sa brigade n'a aucune machine, n'a aucune numérèse, n'a aucun chargeur, n'a aucun tractopelle, mais on les finance. Je dis ça pour moi. À un moment donné, nous sommes en 2021, on finance l'OBD, 500 000 $. Je vais chez les DP, pour commencer le travail, non, je n'ai aucune machine, j'attends le fil de route, tu vas me prêter avec. Au fil de route, prêter à l'OBD comme ça, les travaux commencent. Non, ma machine est à Pokama. J'attends que ça puisse venir, mais ça, connaît des sables et tout ça. Tout ça, et l'argent traîne où? La banque, il faut vérifier si c'est dans la banque et combien de temps maintenant il a. Merci beaucoup, directeur. Voilà. Tous ces éléments-là, nous sollicitons que nous puissions être informés au cas où il y a eu un peu, on voit qu'est-ce qu'ils ont répondu, parce que nous les connaissons, nous les vivons au courant de l'année. Merci, voilà ce que je veux demander. Emmanuel qui ici. La gestion et le fonctionnement du FONER étant basé sur les partenariats publics-privés, le programme d'entretien doit prévoir une quantité de projets à exécuter par les activités privées. Mais c'est ce qui suit qui est plus important. La hauteur de cette quantité est fixée par le conseil d'administration du FONER. G. Le gouvernement, les matériels qui arrivent, on a déjà commencé à distribuer le matériel pour les brigades, de l'office de route et de l'OVD. Les 17, les ministres avec le DG, ils partent en Chine pour aller réceptionner 200 matériels, deuxième lot. C'est sur les 5000 matériels qui doivent arriver. On n'a pas dit que les entreprises privées ne vont pas travailler. Ils vont travailler, mais ils vont travailler sur quelle route? Je ne vois pas là où on doit dépenser l'argent à une entreprise privée pour des routes en terre. Non, non. Les entreprises sont bien placées pour les réhabilitations et les constructions. Une entreprise qui n'est pas à mesure de réhabiliter ou de construire, les brigades sont là pour travailler à moindre frais. Parce que si nous engageons les entreprises privées, même dans les routes en terre, nous allons vivre ce qu'on en a vécu. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'on ne peut pas demander à nos invités d'être là pendant que nous on est en train de parler entre nous qui attendent les ministres pour venir continuer. Congo Avenir. Mokaya Bakongo.